1651, le cuisinier français de Pierre Lavarenne et les fastes de Versailles. C'est le XVIIe siècle qui constitue un tournant décisif. L'évolution des goûts et des techniques transforme les usages médiévaux, et la cuisine française, telle que nous la connaissons aujourd'hui, commence à s'affirmer. Nouveaux goûts, nouvelles saveurs, nouveaux plats. On délaisse les épices, désormais trop communes puisqu'on les trouve sur les tables bourgeoises, pour les herbes. On accommode les racines, c'est-à-dire les légumes jusqu'alors méprisés, car trop populaires. On fait ainsi un pas décisif vers le naturel et la simplicité. Notons au passage que cette simplicité n'exclut pas le recours à de subtils savoir-faire, puisque c'est alors qu'est inventé le millefeuille. En effet, Pierre Lavarenne, cuisinier du marquis d'Uxelles, en donne une première description dans son traité « Le cuisinier français ». Ce manuel, publié en 1651, et qui va connaître ensuite plusieurs éditions, codifie pour la première fois les nouvelles règles en usage. Suivront les traités de Massialo et de Nicolas de Bonnefond qui préconise entre autres sages avis, dans son jardinier français, de préserver le vrai goût de chaque aliment. À Versailles, la table du roi est somptueuse et l'objet d'un cérémonial sans égal. Louis XIV est un mangeur royal et gourmand. Le dîner du roi, qui se prend alors à 1 heure de l'après-midi, comprend 4 services qui comportent chacun de nombreux plats. Son potager, élaboré par Lacquintini, d'abord avocat mais venu au jardin par passion pour la botanique, et plus tard par son fils, est un modèle d'inventivité. On y cultive des fruits et des légumes à contre-saison, on y développe les greffes et la culture sous verre qui permet à Louis XIV de déguster des figues pendant 6 mois de l'année, et malgré le climat parisien qui ne s'y prête guère, surtout en ce petit âge glaciaire où l'eau gèle pendant la nuit, à l'intérieur même du château. Lacquintini sera anobli par Louis XIV 1 an avant sa mort. Splendeur de la table royale et par imitation des tables aristocratiques, et révolution culinaire sont donc les caractéristiques de ce siècle classique. Révolution qui cependant ne se répand que peu en Europe. XVIIIe siècle, l'esprit des Lumières souffle en cuisine. Au XVIIIe siècle, la cuisine française continue de s'affiner, de s'affirmer, et se met au goût du jour en se laissant gagner par les idées de progrès prônées par les philosophes des Lumières. La raison entend régner sur toute chose tandis que les sciences s'émancipent de la religion. La cuisine subit tout naturellement ces évolutions. Si elle prétend encore et toujours que son idéal est la simplicité et le naturel, la cuisine du XVIIIe siècle est en réalité sophistiquée et engage des connaissances techniques considérables. Les joutes entre cuisiniers ressemblent alors parfois à des débats entre savants, s'appuyant sur la chimie des ingrédients pour atteindre, par exemple, la température exacte en matière de roux ou de bouillon. Le roi au fourneau. Il s'agit encore pour la monarchie et la noblesse de marquer leur singularité et leur suprématie par rapport au peuple et à l'Europe. La cuisine devient même un délassement profondément aristocratique. Louis XV en personne, arrière-petit-fils du grand roi, Louis XIV, se pique de cuisine lors de soupers intimes où se retrouve l'élite de la noblesse française. Au dire des connaisseurs, personne ne réussit comme le roi les poulets au basilic ou le ragoût. Se développe ainsi une cuisine d'excellence. Le maréchal de Richelieu, petit-neveu du célèbre cardinal, ami du roi et lui-même grand gastronome, affirme par exemple qu'avant le règne de Louis XV, on ne savait pas manger.